Et merci tout d'abord de m'avoir invitée parce que j'ai travaillé longtemps sur les communaux et je suis très contente de voir aujourd'hui tout l'intérêt qui est porté là-dessus et de voir les nouveaux développements. Et donc ça m'intéresse beaucoup de vous écouter encore plus. Donc mon intervention là va se placer assez en décalage avec celle d'Elinor Ostrom, c'est-à-dire que, c'est mal dit d'ailleurs, c'est en résonance, mais les recherches ont été menées un peu en parallèle, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les communaux en France dans les années 90. Et à cette époque-là, les réseaux internationaux étaient étaient même très limités. Et entre historiens, nous n'avions que peu de contacts et à la même époque, la même réflexion sur les communaux était menée dans les autres pays et c'est à partir des années 97 à peu près que nous avons eu des rencontres européennes sur ce problème des communaux et même aux États-Unis puisque je crois que c'est vers l'an 2000 que j'ai été invitée aux États-Unis. Donc, une réflexion purement entre historiens qui s'est peu à peu intensifiée en réseau européen et américain. Et c'est donc une réflexion là purement historique, alors que la réflexion d'Elinor Ostrom, qui se passait à la même époque, était économique, sociologique. Et ça n'est qu'à partir des années 2002 que les historiens se sont interrogés sur la théorie d'Ostrom et comment on pouvait se placer face à elle. Alors le point commun là, c'est que je vais vous présenter des études de cas, même si sur l'ensemble je ne généralise pas, hein, je pars d'études de cas. Alors je vais essayer de vous présenter un petit peu comment étaient les communaux en Europe à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Et je m'interrogerai d'abord sur la définition des communaux. Qu'est-ce que c'est que des communaux? Et si je vous posais la question, qui possède les communaux? Est-ce que ça vous paraîtrait évident ou... Qui possède les communaux? Ça dépend, bah oui. Et effectivement, c'est une question très difficile parce qu'il faut d'abord penser qu'avant 1789, en France et ailleurs, il n'y avait pas de contrôle exclusif de la terre et souvent il y avait des droits empilés. C'est ce que Elinor Ostrom appelait les faisceaux de droits et the bundle of rights. Et les droits sur le sol étaient partagés, en particulier entre celui qui a semé et ceux qui peuvent ensuite avoir prétention à jouir du sol une fois la récolte enlevée. Donc, je reprends cela pour Donc, dans une première partie, je vous propose de voir ce que l'on appelait communaux. Donc là, moi, je me situe vraiment sur le foncier, le domaine foncier uniquement. Hein. Qu'appelait-on communaux? Nous allons voir que ce sont des terres qui ont des régimes juridiques très différents. Et puis, dans un deuxième temps, j'essaierai de m'interroger sur quels sont les meilleurs modes de gestion. Là encore, difficile de répondre. Alors, si je simplifie au maximum, je dirais dans un premier temps que les terres peuvent ressortir de trois types de régimes juridiques: la propriété du seigneur, la propriété d'une collectivité, la propriété du roi ou d'une municipalité. Alors, simplement pour fixer les esprits, je vous ai mis quelques cartes simples. Le premier cas, les communaux étaient la propriété des seigneurs. Et c'était le cas en particulier en Angleterre, en Prusse et en Bretagne. L'Angleterre, d'abord. Alors l'Angleterre, et vous voyez que j'ai fait des limites tout à fait floues. Angleterre-Écosse d'ailleurs aussi, c'est le lord qui possède les communaux. Et ils sont gérés par la cour manoriale. La cour manoriale qui en général a 12 tenanciers, donc vous voyez que ça ne représente pas tout le monde, et que ceux qui
ceux qui utilisent les communaux sont ceux qui ont vraiment un droit à la terre. Alors c'est un peu complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'il y a les freeholders, les copyholders, donc deux catégories qui ont un bail reconnu. En revanche, il y a tous les tenants pour un temps limité et ceux-ci n'ont pas forcément droit aux communaux. Alors si je détaille ça, c'est intéressant parce que lorsqu'on veut partager les communaux, quand on décide de les supprimer, en particulier en Angleterre avec les enclosures, qui a droit à une portion quand on enclôt? Eh bien, ce sont ceux qui avaient droit à utiliser avant. Et donc là, pas tout le monde, uniquement ceux qui avaient un bail stable. Alors, le lord peut enclore, c'est tout ce phénomène des enclosures, ou même il peut cultiver pour lui-même, à condition de laisser un pâturage suffisant aux autres. Mais en fait, lorsqu'il y a enclosure, eh bien, le lord ne donne aucune compensation à ceux qui perdent. Donc vous voyez que là, le seigneur a une grande liberté, mais il y a quand même quelques limites, des limites qui sont celles de la coutume. Alors, le cas de la Prusse, c'est à peu près la même chose, puisque les communaux sont gérés par les chefs de famille qui se réunissent sous la tutelle d'un maire, mais qui est nommé par le seigneur. Et en France, c'est le système que nous avons, alors en particulier en Bretagne. C'était le seigneur local qui possédait les communs et les chefs, les vassaux avaient droit de s'en servir. Et ils se réunissaient en présence du seigneur. Donc vous voyez, là c'est un premier système où le seigneur a finalement des droits très importants et il l'utilise pour en fait en profiter au maximum. Le deuxième cas, ce sont des communs qui sont possédés par une collectivité d'ayants droit. Ces ayants droit étant bien définis. Donc ça n'est pas forcément tous les habitants, c'est une partie d'entre eux. Alors, premier cas par exemple en Suisse, dans toute la Suisse c'est le système, c'est le droit de bourgeoisie. Et on le retrouve en Allemagne aussi. En fait, ce qui m'avait frappé, c'est qu'on retrouve ça dans toute une Europe médiane qui prend, c'est un peu la Lotharingie de l'empire après l'empire de Charlemagne, hein, c'est un peu ça. Vous avez toute cette partie-là où règne ce domaine. C'est le droit de bourgeoisie, c'est-à-dire que ceux qui sont bourgeois, ils le sont soit par la naissance, soit ils ont acquis le droit de bourgeoisie en payant un droit d'entrée. Donc c'est un cercle fermé. Et vous le retrouvez aussi de façon importante, et là je ne l'ai pas entouré, mais vous le retrouvez dans le Pays basque, où là, vous savez que c'est le droit de la maison, où seul celui qui possède la maison a droit. Hein. Et comme il n'y a qu'un seul héritier, eh bien, le fils cadet, lui, n'a aucun droit. Et ce qui est très important, parce que à partir du moment où ceux qui ont droit aux communaux sont en nombre limité, on ne peut pas construire de nouvelles maisons dans le village. Et pourquoi ? Eh bien parce que la communauté prend en charge, c'est le cas en particulier en Suisse, la communauté prend en charge, assiste tous les gens qui ont ce droit de bourgeoisie. Et on ne peut pas accueillir trop de monde, donc on limite au maximum. Et lorsque la pression démographique s'est accentuée, eh bien ces droits ont été peu à peu réservés aux descendants des ayants droit. C'est ce qu'on retrouve par exemple en Corse. En Corse, le droit de jouissance des communs est seulement lié aux descendants de ceux qui existaient autrefois. Et donc ceux qui ont droit
à la jouissance des biens communaux en Corse, ça peut être des gens qui habitent Paris ou les États-Unis ou n'importe où, et qui ne le savent pas forcément d'ailleurs parce qu'ils ont oublié, mais les habitants sur place n'ont pas forcément droit. Donc vous voyez, il y a une très grande complexité. Alors, ces communautés, ces consortiums d'ayants droit se réunissent en assemblée et décident de la gestion des biens. Alors, plus la ressource est menacée, parce que du point de vue environnemental, elle est fragile, et plus la communauté est attentive à cela. Alors, les cas les mieux connus, c'est aux Pays-Bas et en Allemagne du Nord-Ouest, les Marken, parce que ce sont les terrains humides, et là, il y a toute une gestion de l'eau. Et puis, vous avez aussi un autre exemple connu, c'est l'Allemagne du Sud-Ouest, qui est celle des Genossenschaften, c'est-à-dire les associations de jouissance. Et ces associations de jouissance, elles réglementent très précisément. Le problème, c'est que vous n'avez pas toujours un texte qui vous montre comment c'est régi, parce que les assemblées, elles n'écrivent pas forcément. Ça peut être tout simplement la coutume. Mais c'est très bien délimité. Dernier cas, les communaux qui appartiennent à la municipalité ou au roi. Alors, au roi, vous avez le cas de la Suède où c'était très important dans le sud. Au Danemark aussi, vous aviez beaucoup de terres royales qui, à la fin du XVIIIe siècle, seront vendues ou partagées. Même chose en Italie du Sud, alors que vous avez vu tout à l'heure que l'Italie du Nord, c'était des communautés d'ayants droit, là, ce sont des terres royales. Alors, c'était beaucoup plus difficile à représenter, vous en avez aussi beaucoup en Espagne, mais répartis un peu sur l'ensemble du territoire, très importante dans les Asturies et la Galice. Et puis, terres qui appartiennent à l'ensemble des habitants, c'est le nord de la France. Dès cette époque-là, tous les gens qui vivent dans le village décident. Les assemblées qui se réunissent sont les assemblées des chefs de famille. Des chefs de famille qui paient des impôts. Et dans tous ces cas, c'est une assemblée qui définit les ayants droit. Et souvent, c'est un droit proportionnel aux propriétés avec une concession gratuite pour 2 bêtes par ménage. Alors ça, c'est ce que vous connaissez pour la vène-pâture. Vous savez que la vène-pâture, c'est l'utilisation en commun des terres qui sont privées, appropriées, sur laquelle le propriétaire récolte, et après la première récolte, alors si c'est du blé, après la récolte, ou alors si c'est des fourrages, par exemple, de l'herbe, eh bien, il y a d'énormes débats pour savoir est-ce qu'on met en commun aussitôt après la première récolte de foin ou est-ce qu'on attend la deuxième récolte. Bien entendu, les usagers voudraient avoir la jouissance de la deuxième récolte. Donc, vous voyez, c'est très complexe. Et là, pour la vène-pâture, généralement, tout le monde y a droit. Les pauvres, les sans-terre pour 2 bêtes et les autres pour tout ce qu'ils ont. Alors, je pense que vous avez dû trouver que ce n'était pas très clair, mais effectivement, je ne peux pas aller plus loin en un temps bref, c'est très complexe. Et ça varie d'un point à l'autre. Alors, je vous prends l'exemple de la France, où là, je me suis amusée à faire une carte, enfin, j'ai fait une cartographie, j'ai réussi. Mais quelques années après, j'ai donc essayé de faire un ouvrage collectif avec c'était celui-ci, les propriétés collectives, j'y reviendrai. J'ai demandé à mes collègues des autres pays européens de me faire une carte comme ça. Et aucun n'a voulu, parce que déjà, ils n'arrivaient pas à avoir l'importance
physiques des terres, les superficies concernées. Ils n'ont pas pu me dire exactement parce que c'était trop complexe et généralement il n'y avait pas d'étude globale. Alors, prenons-le pour ce que ça vaut, c'est-à-dire que c'est assez flou. Mais ça vous montre que, vous voyez ici, dans le nord, c'était déjà, ce que je viens de vous dire, tous les habitants, quels qu'ils soient, avaient droit. C'était déjà la politique de la municipalité. Partout où vous avez des hachures, les droits étaient liés aux propriétaires. C'est-à-dire que, ici, dans le Pays basque et en Alsace, je vous l'avais dit, ce sont les héritiers, ceux qui ont le droit de bourgeoisie. Mais ici, dans les autres régions, eh bien, c'était souvent, c'était le cas de la Bretagne, la règle des pailles et foins. Un exploitant avait le droit d'envoyer sur les communaux les bêtes qu'il avait hivernées. Donc, il avait réussi à nourrir avec ses foins et ses pailles. Il était très difficile d'acheter ça, à moins d'être vraiment très riche. Donc, ça limitait, vous ne pouviez pas avoir quelqu'un qui se lançait dans l'élevage, dans un gros élevage. Et c'était donc tout à fait proportionnel et la plupart du temps, on ne donnait aucun droit à ceux qui n'avaient pas de terre. Et c'est pour ça que vous voyez parfois des représentations de pauvres femmes qui traînent sa vache sur les bas-côtés du chemin, où il y a un peu d'herbe, parce qu'elle n'a pas droit aux communaux. Donc c'était très sélectif. Et puis, vous voyez quand même que tout ce qui est en noir est très important ici, et c'est là où vous n'avez aucun texte global, c'est chaque communauté qui décide elle-même. Donc, d'où la difficulté à théoriser là-dessus. Voilà, ça c'était pour la présentation de ces différentes situations. Alors, après 1789, vous savez qu'en France, il y a donc eu d'abord la Déclaration des droits de l'homme. Le droit de propriété est un droit individuel sacré. Et cette notion s'est répandue progressivement avec le Code civil qui a été copié dans pas mal de pays européens. Donc peu à peu, on en est arrivé à cette idée d'une propriété individuelle qui devait gagner. Et en France, ça a été géré par la municipalité. On a donné tous les communaux à la municipalité, sauf en Bretagne. Sauf en Bretagne, où là, on a continué à dire que c'était les communs et que seuls avaient droit à la jouissance des communs les anciens vassaux. Sachant que parfois, sur les grandes municipalités bretonnes, eh bien, il y avait plusieurs seigneuries. Donc c'est d'une grande complexité. Et cette complexité s'est retrouvée pendant tout le XIXe siècle. Mais pour le reste, à l'échelle française, c'était simple, c'était des biens de la municipalité. Ce qui n'a pas été le cas ailleurs qu'en Europe occidentale, sauf en Amérique latine, parce que les Espagnols ont exporté leur conception. Et donc en Amérique latine, où c'était possédé par des communautés autochtones, on a décidé que c'était possédé par les municipalités, ce qui a posé d'énormes problèmes, jusqu'à une époque récente. Alors, je voudrais maintenant, dans une deuxième partie, essayer de m'interroger finalement quels étaient les résultats de cette gestion, comment les communaux étaient-ils gérés. Alors, vous le savez, la vision des libéraux, des économistes libéraux du XVIIIe siècle a commencé à taper sur les communaux, à les condamner. Alors, pourquoi ? Ce sont les physiocrates en France, mais vous avez partout ailleurs en Europe d'autres théoriciens de l'économie qui disent la même chose, hein, que ce soit les hommes des Lumières en Espagne, que ce soit les Allemands, enfin tous ont la même idée, c'est-à-dire que la richesse, ça n'est plus la richesse du commerce,
c'est venant du commerce, mais venant de la production. Donc la production industrielle ou la production de la terre. Alors aux yeux des physiocrates, c'était essentiellement la richesse venant de la terre. Et donc, il faut augmenter la production des terres. Comment augmenter cela? Eh bien, il y avait un autre modèle très important à la fin du XVIIIe siècle qui était le modèle anglais. Il y a eu un engouement pour le modèle anglais avec Arthur Young et d'autres écrivains. On s'est dit que les Anglais, ils progressaient très bien, leur agriculture faisait des merveilles. Évidemment, ils avaient pris un exemple qui était l'exemple de... Ça y est, je perds le mot, vous allez m'aider. C'est de cette région-là, les Fens, enfin toute cette partie-là. Bon. Et c'est... de la partie est. Oui, c'est ça. La partie la plus prospère et ce qu'on pouvait faire aussi dans le bassin parisien. Mais on s'est beaucoup inspiré de ce modèle qui correspond aussi au modèle où il y a eu le plus d'enclosures. Donc, les enclosures paraissaient être le modèle, ce qu'il fallait faire. Et donc, si on veut progresser, il faut supprimer les communaux et passer à la propriété individuelle. Cette enclosure, c'était à la fois la modernité et le préalable à la transformation de l'agriculture. Alors que ce qui restait en common field, en commun, était condamnable. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la tyrannie de ces visions théoriques, parce qu'à partir de là, partout, on a eu cette même vision et on a voulu partager les communaux, quelles que soient les conditions économiques, quelles que soient les conditions physiques même. On a voulu traiter les plaines ou la montagne de la même façon, les zones très peuplées et les zones moins peuplées. Et donc, l'idée, ça a été qu'il fallait partager. Partager, on se pose des questions parce qu'il faut quand même voir les conditions de l'époque, se remettre dans le contexte. Alors, le contexte, tous ces théoriciens vous ont dit que les communaux étaient très mal entretenus, très mal gérés. Et c'est l'idée que reprend Harding, alors sans doute pour d'autres raisons en 1968, mais aussi parce que c'est très bien passé, parce qu'il reprend cette vieille idée des physiocrates qui reste valable jusqu'aux années 1980. Et c'était facile, ça correspondait bien à l'idée, c'est-à-dire que les paysans, ils sont incapables de gérer. De toute façon, les paysans, ils n'ont aucune qualité, ils sont bons à rien, donc ils sont incapables de gérer. Je schématise, mais en gros, c'est quand même ça. Alors, est-ce qu'elles étaient mal gérées? Ça, c'est une vraie question et c'est très difficile de répondre. Il faut penser qu'en général, les terres qui étaient communales, c'était les moins bonnes terres. C'était les terres humides, les terres éloignées du village, et les terres qui étaient les meilleures, elles avaient été peu à peu accaparées ou vendues, ou enfin, etc. Elles étaient cultivées individuellement. Bon. Et on peut se poser aussi la question, est-ce que les exploitations privées étaient mieux tenues que ces exploitations collectives? Ça n'est pas évident, surtout par exemple quand on lit les récits de Arthur Young, qui trouve qu'en France tout était très mal géré par rapport à sa vision idéalisée des... Bon. Donc, il faut surtout penser que ces terres étaient absolument indispensables en complément des exploitations. Elles servaient de pâturage, on ne consacrait encore pas de terre pour la nourriture des bêtes, donc il fallait les nourrir sur les terres extérieures. On y prenait aussi des produits pour la litière, pour produire un peu plus de fumier. Donc c'était un élément auxiliaire d'un système agricole qui était incapable
de financer des investissements qui auraient été nécessaires à la modernisation. Et on voit bien que lorsque l'agriculture se modernise à un endroit, eh bien, les communaux disparaissent spontanément. C'est le cas, par exemple, autour des villes, avec les jardins. Quand on partage les communaux, parfois simplement à bail, hein, mais on les partage pour cultiver. Alors, la question, c'est est-ce que ces communaux étaient surexploités? C'est ce que disaient les théoriciens. En fait, on se rend compte que, si possible, non. Alors, c'est difficile parce que c'est aussi en fonction de la pression démographique. On essayait à la fois de préserver la ressource tout en essayant de répondre aussi aux besoins de la population. Donc, il y a des moments où il était plus difficile de maintenir l'équilibre. Mais en général, la quantité de bêtes était toujours contingentée. On mettait sur la terre que le nombre de bêtes qui était que la terre pouvait nourrir, hein, pas plus. Et ça se voit très nettement, par exemple, pour la vente des surplus. Les ventes des surplus étaient interdits tant que les besoins de la population n'étaient pas satisfaits. Donc, ce qui veut dire, par exemple, qu'on ne pouvait pas couper l'herbe des communaux pour le vendre à l'extérieur. Ou alors, les communaux étaient très importants, on avait trop d'herbe, et là, on pouvait vendre. De même, pour le bois, la gestion des forêts, c'était très important. Le bois ne pouvait être vendu que si on avait répondu aux besoins de construction et de chauffage. Et dernier exemple, quand les communaux d'alpage dans les montagnes sont très grands, on accepte les troupeaux transhumants que si les troupeaux locaux ne sont pas suffisants. Donc, il n'y est pas question de surexploitation. On ne voit pas, alors sauf dans des endroits où les communaux sont tout petits, là personne ne s'en occupe vraiment, mais là où c'est important, eh bien il y a vraiment une gestion et ça correspond à tous les critères qu'Elinor Ostrom a définis. Ces communaux étaient vraiment gérés. Alors, est-ce qu'ils étaient gérés dans un souci qu'on appellerait aujourd'hui d'environnement? On voit ce souci d'environnement, alors là je me suis concentrée sur la France, on voit ce souci d'environnement à partir de la période révolutionnaire dans un tout petit nombre de départements. En 1792, l'Assemblée législative se dit on va partager parce qu'on veut cultiver du blé partout. Hein, le but c'était vraiment de cultiver du blé. Et on demande au département que pensez-vous du partage? Et la plupart des départements répondent d'accord. Ah, nous sommes dans une période révolutionnaire et il vaut mieux ne pas dire autre chose que ce que dit l'Assemblée. Mais il y a quelques départements, une demi-douzaine seulement, qui disent non, c'est dangereux. Et en particulier, par exemple, les Hautes-Alpes disent non, parce que si ces terrains sont cultivés individuellement, eh bien, on risque le ravinement, la dégradation. Il faut que ce soit géré par la communauté. Et donc, vous voyez là la naissance d'un souci, l'expression d'un souci environnemental qui va s'accentuer au cours des années 1840, 60, parce que c'est une période où il y a de graves inondations. Et là, les inondations affectent bien sûr les plaines, ça ravine les montagnes, et là on se dit, eh bien, il faut retenir l'eau dans les bassins versants en montagne. Et donc, il y a en 1860 le vote de loi sur le regazonnement des montagnes, la reforestation des montagnes, dans un souci de conservation des sols. Alors, ça affecte bien sûr les communautés de montagne, qui ne peuvent pas s'opposer à ça puisque c'est pour le bien public, mais qui en souffrent considérablement et ça accélère le dépeuplement des montagnes. Donc, peu à peu, vous voyez que
la vision sur les communaux change totalement. Ils doivent être gérés non seulement pour la communauté, mais aussi pour la communauté nationale, en fonction de l'ensemble de la nation. À ceci s'ajoute le fait qu'on ne considère plus que le communal doit produire du blé. On est quand même arrivé à l'idée que non, on ne peut pas cultiver du blé partout. Mais il faut qu'il rapporte. Et là, on peut le louer pour le pâturage, parce que là, l'élevage est devenu une notion importante du point de vue économique. Et donc, on va faire payer le pâturage. Alors, très peu pour les locaux, mais... donc, il y a, je pense, qu'il faut rectifier les théories des libéraux, des économistes libéraux de l'époque, et qu'il faut modifier aussi tous ceux qui les ont repris, à commencer par Harding. C'est faux. Les communaux, les biens communaux, disons en Europe, n'étaient pas surexploités ni mal exploités. Ils étaient exploités au mieux par la communauté de ceux des ayants droit. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas un peu surexploités, mais ils étaient là pour répondre aussi aux besoins de la population, hein, et les autres terres l'étaient aussi. Dernière question sur laquelle je vais m'attarder 2 secondes, ce sont quel est le meilleur système de gestion aussi par qui décide? La communauté locale, l'intervention de l'État. Alors ça, c'était intéressant, c'était en particulier le cas de l'Italie, mais qui nous fait réfléchir sur la France aussi, quand la gestion passe à la municipalité, à l'intervention de l'État, puisque nous avons cette vision en France d'un État très fort, centralisé, qui intervient sur les municipalités, qui en plus sont toujours reconnues comme mineures. Alors, on a nuancé en 1837, puis en 1874, mais enfin, on n'a pas laissé tellement de liberté aux municipalités. Donc, à ce moment-là, qui dirige? Eh bien, ce sont les membres élus. Et les élus, ils peuvent être sensibles aux rivalités politiques, aux rivalités électorales, ou bien à la volonté de favoriser une catégorie d'habitants. Vous voyez la différence avec le moment où la communauté était gérée juste par les ayants droit. Là, ils ne sont pas élus en fonction de la gestion des communaux, mais en fonction de l'ensemble de la vie. Et ça peut aller très loin. Je vous donnerai un exemple qui est quand même, l'extrême, mais intéressant. Il s'agit de Longepierre, qui est sur le Doubs, près de la Saône. Là, il y avait un grand communal, 16% des terres, c'était important, d'autant que toute une partie était en forêt, et ce communal servait aux notables pour leurs bêtes. Les notables, ça ne faisait qu'une vingtaine de familles, donc un petit nombre de gens. Et les petits, les sans-terre, se louaient pour travailler chez ces gens-là. Et dans les années 1830, le gouvernement essaie de faire pression sur les municipalités pour qu'elles aient de l'argent, un revenu financier pour payer leurs impôts, et il pousse à une location des communs. D'autant que les petits avaient envie d'avoir une parcelle à cultiver. Le conseil municipal avait édicté un règlement. Les moutons et les oies étaient interdits du communal. Alors, les oies, c'est logique, parce que la fiente des oies brûle le terrain, bon, ça c'est logique. Mais les moutons, pourquoi? Parce que les riches avaient avaient des bovins, alors que les pauvres n'avaient que des moutons. Donc, on élimine les moutons, ça veut dire qu'on élimine les pauvres. Alors, il y avait donc de très vives tensions au sein de la communauté. Le préfet intervient pour dire, écoutez, il faut louer ça. Et il obtient, en 1839, une location pour 9 ans.
Alors, les pauvres sont très contents, ils ont chacun une parcelle, et puis c'était pour 9 ans, donc 1848, on remet en question l'allocation. Les riches se disent « nous voulons reprendre le communal en communal », et les pauvres, évidemment, veulent garder. Et 1848, élection de la municipalité au suffrage universel. Les pauvres réussissent à élire l'instituteur qui était pour eux. Et donc, le nouveau conseil municipal remet l'allocation. Mais les riches ne sont pas contents, et comme nous arrivons en 1949 dans une période de réaction conservatrice, eh bien, les notables obtiennent la révocation du maire. Et ça va même, donc ils récupèrent le communal, et ça va même très loin parce que le maire est ensuite déporté. Donc vous voyez comment là on a un antagonisme qui est fondamentalement un antagonisme de jouissance des communaux, mais qui dégénère en antagonisme social. J'ajouterai un autre cas de gestion centralisée, c'est celui de la forêt. La forêt, à partir du Code forestier de 1827, et alors on retrouve la même chose en Italie par exemple, le Code forestier a progressivement été instauré, donc une gestion nationale qui veut imposer des règles nationales sans vraiment tenir compte de... bon, on veut traiter de la même façon, par exemple, la forêt vosgienne qui est assez humide et les forêts des Alpes du Sud qui sont très sèches. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, cette théorie générale déplaît forcément aux populations locales. Et c'est là où, moi, j'ai beaucoup insisté sur un aspect qui est non pas l'idée de gestion rationnelle, mais aussi, au-delà de la gestion par l'État, l'importance d'une gestion locale parce qu'il y a une question d'identité. Les gens veulent pouvoir décider de leur situation, décider de la gestion de leurs biens, ne pas être sous tutelle. Et ça, c'est une dimension très importante que vous avez montré, sur laquelle vous avez montré qu'Elinor Ostrom insistait aussi, puisqu'il y a bien sûr la gestion locale qui est importante, les différents niveaux d'échelle. Le rôle de l'État, donc, est à la fois très important, mais vous voyez qu'il a ses bons côtés, puisqu'il permet de gérer les conflits locaux, mais en même temps d'imposer, je reprends ma phrase. Il est à la fois important parce qu'il atténue les conflits locaux, mais d'un autre côté, il peut en engendrer parce qu'il a une vision trop lointaine. Mais l'importance du rôle de l'État a beaucoup impressionné les chercheurs. Les chercheurs français ont continué à réfléchir dans le cadre rôle de l'État, alors que les Anglais, non, puisque c'était beaucoup moins important. Et donc, les Anglais estimaient que comme les communaux étaient parfaitement gérés dans le cadre des coutumes locales, eh bien, il n'y avait pas de problème. Et les chercheurs anglais, jusqu'à une date très récente, ne voyaient pas de problème. Ils ne voyaient que les enclosures, ils ne voyaient pas les communaux qui restaient. C'est très intéressant, ça. Et c'est à partir du moment où nous nous sommes retrouvés tous ensemble, les historiens européens, que là, ils se sont dit, ah oui, il y a peut-être des problèmes. Et maintenant, ils ont découvert des communaux qui restaient. Alors, je ne vais pas m'attarder plus pour laisser du temps à la discussion. En conclusion, vous voyez que je vous ai posé des questions et je n'ai apporté aucune réponse, que je n'apporterai pas d'ailleurs, parce que c'était des études de cas qui montraient la complexité, qui montraient surtout que finalement, selon l'échelle, eh bien, on peut
réussir très bien à gérer des biens en collectivité, que les gens sont responsables parce qu'il en va de leur survie, en fait. Et que quand il n'y va pas de leur survie, effectivement, c'est un peu laissé à volo. Alors, le rôle de l'État, eh bien, il est ambivalent. Le rôle des collectivités locales aussi, hein, mais peut-on faire une comparaison? Qu'est-ce qui est le mieux géré? Une propriété privée ou un immeuble collectif? Vous trouverez tous les cas. Hein. Et j'insiste sur le fait que mon approche est une approche d'historien, c'est-à-dire que je ne porte aucun jugement de valeur et je voudrais justifier, donc je vous ai dit que j'avais fait en collaboration, donc c'est un recueil d'études sur chaque pays, cet ouvrage qui s'appelle « Les propriétés collectives face aux attaques libérales ». Les attaques libérales, c'était bien la théorie économique libérale. Je ne porte là aucun jugement de valeur. Je ne défends ni le libéralisme, ni je le... Objectivement, c'était bien les théories économiques libérales qui ont voulu détruire les communaux. Ajoutez à cela quand même aussi les théories des juristes qui ont voulu rénover le droit de propriété en particulier à la fin du XVIIIe siècle et qui ont voulu simplifier le droit en n'ayant plus que la propriété domaniale et la propriété privée. Mais aujourd'hui, et c'est en partie lié à Elinor Ostrom et au droit anglo-saxon, nous allons plutôt vers une recomplexification de faisceaux de droit. Voilà, donc les questions que je pouvais vous poser. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention qui fait effectivement beaucoup écho à beaucoup de discussions qu'on a sur des contextes sud, à la fois le fait que effectivement des modes de gestion en commun peuvent se jouer sur des régimes juridiques et des formes de propriété de la ressource ou de contrôle de la ressource très différents, l'insistance sur la grande diversité des situations et le besoin de caractériser le plus finement possible du coup effectivement qui sont les ayants droit, quelles sont les règles d'accès, est-ce qu'on peut mettre un bouton, une ou pas. Et cette exigence à la description empirique fine, je pense qu'on la partage effectivement complètement. Et puis ce qui fait aussi complètement écho, entre autres, c'est ce que vous disiez à l'instant sur les critiques, les attaques face aux communaux sont pas tant le constat de réalité objective entre guillemets que des points de vue normatifs et idéologiques liés à une conception de l'économie, de la théorie économique à un moment donné, auquel se rajoute dans les contextes français et francophone, ça, on le voit bien en Afrique de l'Ouest francophone, une théorie du droit qui du coup met en cause ces formes. Et on retrouve effectivement dans ce que vous décrivez dans le livre des choses qui font des échos très forts à tous les discours contre tout ce qui ressemble à des communs en Afrique, avec ces deux justifications, cette justification de l'efficacité économique censée disqualifier tout ça, et cette volonté de normaliser par le droit. Donc on a des parallèles qui sont vraiment assez frappants avec le fait qu'effectivement c'est cette volonté-là qui structure des discours normatifs et des analyses très souvent très largement biaisées des réalités. Quoi. Merci beaucoup. Parmi ce que vous avez dit et qui m'a frappé, j'ai relevé l'exemple que vous avez donné où c'est la modernisation qui a entraîné la disparition des communaux dans un cas, et non l'inverse. Enfin, l'inverse était attendu par les théories que vous avez évoquées et que vient de rappeler Philippe. Et je me demandais si vous pouviez nous en dire plus sur ces transformations-là, et dans quelle mesure, enfin, les contextualiser, puisqu'il ne s'agit pas de généraliser, mais de montrer les singularités de ce cas-là. Est-ce que vous pouvez nous détailler cet exemple-là? Et si vous avez des contre-exemples, naturellement, où la modernisation de l'économie en général s'est accompagnée d'une gestion pérennisée ou transformée, mais du maintien des communaux.
Merci pour cette présentation, effectivement très très intéressante. Moi, j'avais une question justement par rapport à cette question du maintien des communaux, parce que maintenant, ça s'appelle plus des communaux, ça s'appelle des sections de communes, des sectionaux. En France, ça existe encore. Il y en a beaucoup dans la région, il y en a voilà. Je voulais savoir si justement, j'ai trouvé que votre typologie très intéressante là sur les droits à la personne, les droits aux ayants droit et à la personne, et les droits aux collectivités et à l'État. Et je serais vraiment intéressée pour savoir dans quelle catégorie se situent ceux qui se sont maintenus, y compris en France. Et est-ce que une telle recherche a été faite, et est-ce que ça vous semble intéressant, parce que je pense que ça pourrait donner une grille de lecture et de compréhension de où ça persiste et où ça persiste pas. Ça pourrait être très intéressant. Et ensuite, dernier point, vous avez mentionné la veine pâture, l'agriculture, les zones de montagne. Moi, j'avais compris, mais peut-être avec mes lectures basées un peu sur l'Afrique, et que le droit de chasse était un élément important du maintien dans votre troisième typologie, l'État et les communs gérés par l'État. Que c'était parce qu'on gardait les forêts gérées par l'État, parce qu'il y avait un droit de chasse et qui appartenait à la seigneurie, et puis après aux notables, voilà. Et vous n'en faites pas mention. Est-ce qu'il y a des raisons? Voilà. Merci. Alors moi, du coup, ma question, c'était par rapport à votre première partie sur donc sur les différents types de communaux, et notamment sur les droits de la terre. Donc vous avez parlé des usages de pâturage, notamment, avec les sans-terre qui n'avaient pas forcément accès, et puis les droits de bourgeoisie, les personnes qui ont accès. Je me demandais s'il y avait une prise en compte du multi-usage sur ces espaces-là, avec par exemple des sans-terre qui auraient le droit d'aller chercher du bois, mais pas de faire pâturer, et de la prise en compte, voilà, de ces multiples usages qu'on peut trouver, ou est-ce que on est dedans ou on est dehors, point barre, peu importe le type d'usage. Et si je peux me donner la parole pour terminer le premier round. Vous disiez au début, finalement, avant 1789, il n'y avait pas de propriété exclusive, qu'il y avait de la veine pâture, etc. Est-ce qu'on peut généraliser cette position-là? Est-ce qu'il n'y avait pas des situations dans lesquelles il y avait de fait des droits exclusifs qui existaient sur certaines portions du territoire ou dans certaines régions, de fait, même si ce n'était pas qualifié en termes de propriété privée? Et je pense à ça, entre autres, par rapport à des situations anglaises, où, si j'ai bien compris, on avait une différenciation de l'espace entre les landes improductives qui étaient d'usage commun, des champs cultivés soumis à la veine pâture, mais aussi des champs enclos par des murets de pierre, et où là, du coup, la veine pâture, je ne sais pas si elle existait, mais en tout cas, il y avait dans les terrains agricoles une différenciation, quelquefois, entre des terrains clairement ouverts à la veine pâture après la récolte, et d'autres qui, parce qu'ils étaient enclos, en tout cas, ne devaient sans doute pas fonctionner de la même façon, quoi. Donc je me demandais si on n'avait pas déjà, dans certaines conditions en tout cas, des gradients de situation avec de la propriété exclusive de fait qui existait. Ou est-ce que 89 en France a vraiment marqué une rupture, y compris dans les formes d'appropriation? Merci. Bien, merci pour toutes ces questions. Je les reprends dans l'ordre, ou plutôt dans le désordre. Je commencerai par les sectionaux. Vous avez, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, en fait, ça existe depuis très longtemps, et c'est une notion qui s'est maintenue. C'était en fait, au sein d'une paroisse, d'une communauté, il y avait des terres qui étaient possédées par seulement une section de la commune. Et ça a été maintenu, surtout, ça s'est été renforcé et institutionnalisé quand les biens sont devenus, après la Révolution, des biens de la municipalité. Donc là, les sections de communes ont dit non, pas question qu'on mette ça dans le pot commun. Et donc les sections de communes, elles existent ici dans le Massif central, il y en a beaucoup. Il y en a un petit peu dans le Morbihan. Et je crois qu'il y en a... Non, c'est essentiellement dans ces deux régions-là. Et on voit pendant tout le 19e siècle que la municipalité peut décider de certaines choses,
mais les communaux restent un budget à part au sein de chaque commune. La commune peut décider quelque chose, mais c'est la section qui décidera si elle contribue en fonction de son pourcentage dans les communaux. Et donc c'est vraiment, alors là, c'est possédé par les habitants de la section et n'ont droit à y aller que les gens de la section. Et ça me permet de répondre à votre question sur les usages. Ça n'est pas du tout modulé, c'est les gens ont droit à utiliser les communaux, à avoir du blé, du droit de pâturage, ou alors ils n'ont pas droit. Alors, dans ces régions-là, c'est ça. Parfois, on tolère un petit peu quelque chose pour les pauvres, mais généralement, pas du tout. C'est vraiment considéré. Et alors, c'est très intéressant parce que quand la pression se fait pour qu'on vende les terres, eh bien, souvent, elles ne sont vendues qu'au moment où elles ne peuvent plus servir aux pauvres. Alors, ça me permet de répondre à votre première question. C'est la modernisation. Oui, je pense, moi, que c'est la modernisation qui va entraîner la disparition des communaux et l'enclosure. Parce que, je vous l'ai dit, les communaux, ils servent d'apport, de complément à ce que l'exploitation ne peut pas produire. À partir du moment où on arrive à trouver des engrais, du fumier par ailleurs, à partir du moment où on peut consacrer une partie des terres à produire des plantes fourragères, on a beaucoup moins besoin des terres. Et donc, peu à peu, les communaux peuvent être soit partagés et loués, et donc cultivés individuellement, soit vendus. Et il y a une forte demande pour qu'il y ait des ventes. Mais le gouvernement, en France, essaie de ralentir. Et alors, ce qui est intéressant, et j'en reviens à l'exemple du Massif central, c'est que tout au cours du XIXe siècle, eh bien, les gens du Massif central refusent ces ventes. Et en particulier ceux des sections aussi. Pourquoi? Parce que si c'était vendu, n'importe qui pourrait l'acheter. Alors qu'ils veulent garder, c'est pour eux une annexe de leur propriété privée. Et la modernisation agricole et la pression démographique sont telles que peu à peu, il y a énormément de mouvements migratoires. Qui s'en vont? Eh bien, ce sont ceux qui n'ont pas de terre, ou ceux qui sont plus ambitieux, ou les enfants quand il y a plusieurs enfants dans une famille. Et quand on arrive dans les années 1880, eh bien, restent uniquement les propriétaires de terre. Et alors, à ce moment-là, ils se disent, eh bien, c'est le moment, on peut partager, on est entre nous. Et alors, c'est très tardif pour cette raison-là dans le Massif central, vous voyez, parce que la conception, c'est uniquement pour les propriétaires. Et donc, quand les autres ne sont plus là, on peut partager entre nous. Alors, ça, c'est un cas assez particulier, parce que ça arrive de façon tardive. Dans beaucoup d'autres régions, comme par exemple le bassin parisien, il en restait très très peu, donc ça s'est fait progressivement au cours du XVIIe, du début XVIIIe. Les communaux ont progressivement disparu parce qu'ils étaient très cultivables et tout de suite on a voulu... Alors en revanche, il y a des régions où les communaux se sont maintenus, alors on a dit région rétrograde, etc., mais parfois c'était un excellent moyen de répondre aux besoins. Je prendrai l'exemple du Jura. Le Jura, dès la fin du XVIIIe siècle, a commencé à se tourner vers l'élevage. Et l'élevage laitier, vous savez que c'est là où on a commencé à faire des fruitières, donc pour la fabrication du fromage. Ça s'est répandu aussi dans les Alpes du Sud, par exemple, où on a essayé
dans les Hautes-Alpes, on a essayé de mettre sur pied des coopératives laitières aussi. Et à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qui était le plus rentable? C'était de laisser les grands communaux, souvent d'alpage, en gestion collective. Et là, la gestion collective, c'était chacun a droit à un nombre d'animaux en fonction de ses terres, et au-delà, eh bien, il faut payer une taxe pour chaque bête. Ce qui veut dire que tous les habitants, en fonction de des bêtes qu'ils ont, en fonction des terres qu'ils ont, vont pouvoir avoir des bêtes gratuites. Mais ceux qui veulent se lancer dans un commerce, eh bien, peuvent le faire aussi. C'est-à-dire que s'il y a des éleveurs, des gens qui veulent être en relation avec des maquignons, acheter, et ça se faisait, acheter des bêtes aux foires de printemps, monter les engraisser sur les estives et les revendre aux foires d'automne, ça pouvait se faire. Mais ils payaient des taxes à la municipalité. Et donc ça a permis de développer, par exemple, le comté, ce qui est devenu le comté aujourd'hui. Ça a permis aussi de développer pendant un temps la production laitière dans les Alpes du Sud. Alors, je me suis intéressée au Briançonnais. Là, on le voit, mais la pression démographique a considérablement diminué à cause de l'élevage rural, et à la fin du XIXe siècle, eh bien, non seulement les communaux ne sont plus surexploités, mais ils sont sous-exploités. Et les eaux et forêts, là, encouragent en disant « Ah ben, allez-y, on vous met tout ce qu'il faut, les chalets d'estive, tout, mais… » Et alors, l'inspecteur des eaux et forêts dit « Ah, ils se sont englués dans leur routine, ils n'exploitent plus suffisamment. » Bah oui, il n'y a plus personne. Alors, évidemment… Donc, vous voyez, c'est l'idée de modernisation, à mes yeux, qui dit « Il faut enclore pour améliorer ». Et on le voit dans tous les pays. Alors, ça s'est fait selon des chronologies différentes. Ça s'est fait assez vite, donc en Angleterre, ça s'est fait très vite. En Prusse, ils ont commencé assez tôt, mais en fait, c'est après la guerre de 14, quand les seigneurs prussiens, les Junkers, ont été attaqués, mis en minorité. Là, après la révolution de 1919, ils ont vraiment dû vendre les communaux, partager les communaux. Donc c'est un temps tard. En Italie, ça s'est fait aussi au cours du XIXe siècle, assez lentement, mais surtout après l'unification. Et en Espagne, ce sont surtout les lois du XXe siècle, 1929, avec la première République espagnole, et enfin non, j'aurais dû commencer avec les lois de désamortisation de Mendoza, c'est 1800. C'est le milieu du 19e siècle, 1850-60. Hein. Donc vous voyez, ça se fait par étapes et très lentement. Donc les biens sectionaux ont suivi cette… ça j'ai répondu. En revanche, vous m'avez interrogé sur le droit de chasse. Et là, j'avoue mon incompétence. Le droit de chasse, c'est… Je ne sais pas si les communautés, les forêts communales en tirent grand profit. Elles tirent profit du bois. Hein. Mais alors là, non, je ne répondrai pas, c'est par pure incompétence. D'autre part, vous m'avez interrogé sur les droits. Alors, l'aveine-pâture, vous savez que l'aveine-pâture, elle subsiste en France. Hein, puisqu'on a essayé de l'abolir en 1889, il y a eu un tel tollé que finalement ils ont fait marche arrière et ça se maintient. C'est à la décision de la municipalité. Mais certains ont montré que l'aveine-pâture, qui était très décriée, pouvait être très appréciée des
à la fois des pauvres qui ont le droit d'y envoyer des bêtes et des propriétaires. Parce que, alors ce qui était très convoité, c'était les nuits de fumature. C'est-à-dire que où est-ce que le troupeau stationne pour la nuit? Et donc, là où le troupeau stationne, il laisse évidemment l'engrais. Et donc, c'était très... Alors ça, c'est très réglementé, les nuits de fumature, et c'était très apprécié. Alors, ça subsiste encore aujourd'hui dans certaines communes. Alors, les droits, est-ce qu'il y avait des régions de droits exclusifs? Oui, je crois que le seigneur, d'abord, les terres du seigneur étaient totalement, celles qu'il avait en usage privé, étaient vraiment en droit exclusif. Celles qu'il louait étaient aussi en droit exclusif. Alors, c'était les freeholders en Angleterre, c'était aussi ce qu'avaient les vassaux en France. Donc, en fait, les historiens de l'époque moderne vous montrent que tout ça, c'était assez théorique, qu'en fait, en France, la plupart des terres, déjà, étaient bien dominées par les utilisateurs, par les exploitants. Ça, c'est pour la France. Donc, la Révolution n'a pas fondamentalement changé, sauf que tous les droits seigneuriaux ont disparu. Ils devaient être rachetables, ils n'ont pas été rachetés, mais c'était quand même pas énorme. Ça n'était pas énorme. Alors, il y a aussi le cas anglais. Il y a des villages qui ont été enclos et des villages qui n'ont pas été enclos, qui sont restés en common fields, avec les droits communs installés, ce qui correspond à nos usages collectifs dans la commune. Des études anglaises récentes ont montré que les villages en common fields pouvaient s'être développés au même rythme que les villages enclos. Que finalement, on avait un peu oublié ces villages en common fields et que certains, d'ailleurs, devaient fournir la main-d'œuvre aux villages enclos. Parce que les villages enclos, comme ça a été enclos, je vous l'ai dit tout à l'heure, en proportion de la propriété privée. Donc, le seigneur a eu une grosse part, les freeholders, les tenanciers stables ont eu une grosse part aussi, et donc il ne restait rien pour les sans-terre qui sont partis. Et en même temps, comme c'était fait pour faire de l'élevage, il fallait moins de main-d'œuvre que si ça avait été en culture. Donc ces villages se sont un peu dépeuplés et plus tard ils se sont tournés vers l'élevage. Non pas seulement l'élevage pour la viande, mais aussi l'élevage laitier, avec le développement de toute l'industrie laitière. Et à ce moment-là, ils ont eu besoin de main-d'œuvre. Et donc ils n'ont pu se développer que grâce à la population qui restait plus abondante dans les villages non enclos. Et donc souvent, vous avez une concomitance, enfin une coexistence des deux. Et c'est là maintenant où les historiens anglais redécouvrent les common fields qui finalement ont pu se développer eux aussi. Donc vous voyez qu'on ne peut pas dire grand-chose de définitif sur quelle est la meilleure solution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant très longtemps, on a considéré que la survie des communaux, c'était un signe d'arriération, de routine et de... Bon. Et alors en particulier, les historiens anglais disaient que eux, ils avaient enclos, donc c'était une agriculture très moderne, alors que les Français avaient gardé des communaux, on a gardé quand même 10% de la superficie en communaux, et que c'était bien la marque de cette arriération. Mais finalement, c'est pas... pas sûr. Non, c'est pas tout à fait une question, c'est une précision sur la traduction enfin de ces nouveaux droits.
dans le système juridique algérien du XIXe siècle. La catégorie de communal, de terre communale, apparaît avec le Deuxième Empire, 1863 exactement, Senatus Consul de 63. Et c'est là qu'apparaissent toutes ces catégories qu'on va gérer au XXe siècle. Terre domaniale, terre communale, terre des communautés rurales. Alors, il y a bien une distinction en Algérie entre terres communales, qui sont affectées aux nouvelles communes qui sont créées par le système colonial et qui sont données en location à des agriculteurs et que l'on va retrouver dans les années, puisque moi je rencontre cette catégorie, dans les années 70, à l'occasion de la réforme agraire, où on recense les terres communales et on se rend compte que c'était quand même 1 million d'hectares sur les 7,5 millions de superficie cultivable qui avaient été recensées. Ce n'était pas si négligeable. Et ça a été d'ailleurs le fonds le plus important qui a été nationalisé et réattribué ou distribué aux petits paysans. Alors, la question, je ne me la suis pas posée, mais je crois que c'est d'où vient ce fonds communal, ces terres communales. Apparemment, elles viennent, puisqu'elles émergent en 1863, à l'occasion du Senatus Consulte, du recensement et de la délimitation des terres, des territoires des communautés rurales, des tribus. Et comme à l'époque, il y a eu des séquestres à la fois individuels, collectifs, des expropriations pour cause d'utilité publique, je suppose que ce fonds communal s'est constitué sur un prélèvement des terres qu'on appellerait aussi, qui relèverait du régime des communs, donc différence entre commun et communal ici. Et les terres domaniales, elles, se développent avec le développement des services de l'administration coloniale. Les services de l'équipement, qui ont besoin d'ouvrir des routes, de construire des villages, de ceci, et qui ont besoin d'un fonds. Et qui, lui aussi, est issu du système, du régime, enfin des terres communes, enfin des terres appartenant aux communautés ou aux tribus de l'époque. D'ailleurs, c'est à cette époque, et c'est, je crois, un historien que vous connaissez, Guignard, Didier, qui relève que le concept ou le terme de propriété collective, arche, on dit ça, arche, c'est tribal, apparaît dans le vocabulaire juridique colonial, que c'est une invention, que le arche, les communs, sont une invention coloniale, chose sur laquelle on peut revenir et discuter. Donc c'est simplement la question que vous posez au début, qu'est-ce que les communaux, à quoi renvoient les communaux? Ici, en tout cas dans le système juridique algérien et colonial, il y a bien une différence entre communaux et communs. Voilà, c'est un peu la précision que je voulais apporter. Mais vraiment, la question sur laquelle on n'a jamais travaillé, c'est l'origine de ces communaux. D'où viennent-ils? Comment sont-ils? Ce sont des commissions d'experts, les fameuses commissions qui avaient été constituées par l'administration française et qui va enquêter et délimiter territoire par territoire, propriété individuelle, propriété communale, propriété domaniale, propriété arche, donc commun, collectif. Oui. Il me vient une hypothèse que je vous soumets. Est-ce que ça ne peut pas être le fait que justement les Français raisonnent dans leur système de terres cadastrées et donc on va cadastrer l'Algérie, tout ce qui est utilisé et cultivé à ce moment-là, au moment où la commission enquête, eh bien, c'est des propriétés individuelles. Et puis ce qui n'est pas, puisque les tribus plutôt cultivaient une année ici, enfin quelques années ici, quelques années là, est-ce que ça n'est pas le territoire qui n'est plus cultivé cette année-là?
Hein, c'est une hypothèse. Je peux rajouter, parce que je me rends compte que je n'ai pas totalement répondu à votre question tout à l'heure, vous m'avez dit les sectionaux, dans quelle catégorie je le mets? Eh bien, c'est plutôt les communaux possédés par une collectivité d'ayant droit, hein, puisque là, vraiment, c'est la section qui décide, qui surveille. Hein, je ne sais pas si je vous ai dit, chaque assemblée d'ayant droit décide décide d'abord de la charge de pâturage, décide de l'exploitation des bois, par exemple, et va aussi élire, nommer des gardes. Alors le garde forestier, le garde des pâturages, et ces gens-là sont responsables devant l'Assemblée. Donc ça correspond bien à ce que Elinor Ostrom aussi a défini pour aujourd'hui. La nécessité d'avoir des gardes. Alors, les sanctions, elles étaient internes, on ne les voit pas beaucoup, hein, elles étaient tout à fait internes. Et puis je pense qu'il n'y avait pas tellement besoin de sanctions parce que c'était la réprobation locale, on se faisait sa police entre soi, qui devait être assez draconienne d'ailleurs, hein, et pas forcément tendre. Donc c'était vraiment chaque section qui décidait. C'est très intéressant votre réponse, parce qu'on voit maintenant que dans les sectionaux qui durent encore, il y a eu pas mal de conflits sur le statut d'ayant droit, avec la loi montagne qui modifiait qui était résident sur les zones, et on voit que tout se fait autour de comment on définit l'ayant droit maintenant. Oui. Oui, j'ai plusieurs fois rencontré des membres de conseils municipaux du Massif central qui me disent « Oh là là, il y a des sectionaux, on ne sait pas comment ça peut être régi. » Enfin, c'est quelque chose qui leur paraît très compliqué parce qu'ils veulent gérer tout au sein de la commune. Et alors, il y en a quelques-uns qui disent « Mais non, ce sont des sectionaux. » Et donc, ils ne voient pas très bien comment agir à l'égard de ça. Alors, en plus, une nouvelle loi, donc c'est... Et sur les sectionaux, si j'ai bien compris, ce qui est assez original en fait finalement dans le droit français, c'est qu'on a une propriété collective sans personne morale, quoi. Parce que les communaux finalement sont la propriété de la commune en tant que personne morale, et c'est un des rares cas que le droit accepte d'une propriété collective qui ne soit pas au nom d'une personne morale. Et qui perd son sens aujourd'hui, donc les gens ne comprennent plus très bien. Mais... Alors, un petit commentaire aussi sur les legs historiques, sur la question des bourgeoisies, qui étaient effectivement des groupes, des consortiums d'ayants droit, tels que vous l'avez défini. Très intéressant, c'est qu'on retrouve ça en fait en Suisse en particulier, dans des situations plus contemporaines. C'est à la fois dans les études de Netting dans les années 70 sur les communaux dans un village du Valais suisse, si je me souviens, où il explique bien comment, par rapport aux canaux d'irrigation, n'importe qui ne peut pas venir s'installer dans le village, ou en tout cas n'a pas droit, même s'il s'installe, parce qu'il n'est justement pas fait partie de la bourgeoisie, quoi, de ce qu'on appelle la bourgeoisie. Et vous avez dans Nature sans société un article plus récent voilà, dont le nom m'échappe, mais qui est très intéressant sur les cadres institutionnels. Ouais, ça doit être ça. Sur les cadres institutionnels actuels de la gestion en commun en Suisse, où il montre bien que le cadre institutionnel étatique s'appuie complètement sur les logiques des bourgeoisies, quoi. Et donc avec une continuité historique là et une institutionnalisation dans le cadre des politiques publiques actuelles, quoi.